favorable donné par le comité d'éthique en juin dernier, la secrétaire d'État à la santé, Marlène Schiappa, a annoncé pour 2018 la PMA pour les femmes célibataires ou les couples de femmes. Alors la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. On l'appelle aussi AMP, ou assistance médicale à la procréation, mais il s'agit exactement de la même chose. Alors après l'annonce de Marlène Schiappa, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a relativisé cette annonce en précisant que la PMA pour les femmes n'était pas une priorité. Donc ces événements soulignent l'urgence de préciser ce que signifie exactement la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, car cette mesure sera discutée dans le cadre des États généraux de la bioéthique en 2018, première étape en vue de la révision de la loi de bioéthique. Alors de quoi s'agit-il? Bon, la PMA pour les femmes, c'est un abus de langage, parce que, à proprement parler, une femme ne procrée ni seule ni avec le concours d'une autre femme, y compris avec le concours de la médecine. Donc la PMA qui est envisagée, c'est plus précisément l'insémination artificielle de femmes par des donneurs anonymes, de femmes dont le projet d'enfant n'inclut aucun homme. Pour l'enfant qui est le principal intéressé et pourtant le grand absent des débats, ces PMA sont tout simplement des procréations sans père. C'est-à-dire que la PMA pour les femmes organise l'effacement du père. Le comité d'éthique, dans son avis sur le sujet, relève cette évidence, je cite, « L'enfant n'aurait dans son histoire aucune image de père, connue ou inconnue, seulement celle d'un donneur. » Donc la branche paternelle de l'enfant est rendue vacante, le cas échéant, pour permettre à une deuxième femme, la conjointe de la mère, de réaliser son projet d'enfant. Donc ces conceptions d'enfants privés de père réalisent une grave injustice à l'égard des enfants et posent une question finalement très simple. Est-il important d'avoir un père ou pas? Est-il légitime de priver délibérément un enfant de père pour satisfaire le désir d'autrui? Et ce qui a été envisagé n'a rien d'anodin. Le comité d'éthique lui-même reconnaît qu'il s'agit là, je cite, d'une nouveauté anthropologique et que demeurent des points de butée, c'est-à-dire des difficultés non résolues qui concernent notamment le rôle comme la définition du père, mais aussi dans un autre registre, la question de la rareté des ressources biologiques, concrètement des dons de sperme, et les risques de marchandisation que celle-ci entraîne. Alors, le seul fait que cette technique de la PMA pour les femmes organise la conception d'enfants sans père devrait suffire à renoncer à ces pratiques. Et pourtant, on en parle. On en parle parce que quelques confusions soigneusement entretenues peuvent susciter des hésitations. Il est donc utile, et c'est ce qu'on va faire maintenant, de clarifier quelques points afin que chacun réalise ce que signifient ces pratiques pour les enfants et pour la société tout entière, et d'éclairer les décisions à venir de nos gouvernants et parlementaires. Alors, premier point. La conception d'enfants sans père, c'est une méconnaissance des droits de l'enfant. Pourquoi? Bien, l'enfant a des droits, et des droits qui sont reconnus notamment par un texte international, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée dans le cadre de l'ONU et ratifiée par la France en 1990. Ce texte a donc une valeur supérieure à la loi française et son respect s'impose aux législateurs français. L'article 7 de cette convention pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors comment ne pas voir qu'un procédé qui organise délibérément la mise à l'égard du père, l'effacement du père, méconnaît ce droit de l'enfant? Les droits de l'enfant, ce ne sont pas des belles paroles pour faire bien dans le décor. Non, ce sont des engagements juridiques contraignants pour l'État. Et ces PMA sans père, si elles venaient à être légalisées, seraient des bombes à retardement juridique, car les enfants demanderont un jour des comptes sur cette branche paternelle non seulement vacante mais effacée, et pourraient engager la responsabilité de la France sur ce point.
Bon, puis au-delà de cet aspect de technique juridique, n'y a-t-il pas suffisamment d'enfants privés de père par les malheurs de la vie? Est-ce que la loi a pour rôle d'en rajouter et d'organiser cette privation? Évidemment non. Deuxième point à clarifier, il faut distinguer entre accueillir une situation et organiser cette situation. Parce qu'il est vrai que des femmes ont toujours trouvé les moyens d'avoir un enfant entre guillemets seul. Alors, au moyen d'une aventure avec un homme, d'une insémination artificielle par un ami, aujourd'hui d'une insémination en Belgique ou en Espagne. Mais la légalisation de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules institutionnaliserait l'absence de père, qui ne relèverait plus de la situation de fait, mais de la situation juridiquement instituée, ce qui est tout à fait différent. Et comme le relève encore le comité d'éthique, si des enfants ne connaissant pas leur père, si des enfants élevés par un seul parent ou dans un couple homosexuel existent depuis toujours, ça c'est sûr, il y a une différence entre le fait de faire face à une telle situation survenant dans le cadre de la vie privée sans avoir été planifiée ni organisée par la société et l'instituer ab initio. Donc l'État n'a sans doute pas à s'immiscer dans les choix que peuvent faire les personnes dans le cadre de leur vie privée. Mais là, on ne parle pas du tout de cela. Cette fois-ci, l'État est sollicité pour apporter son concours à la conception de ces enfants privés de père. Et dès lors qu'il est sollicité pour réaliser ces projets, il est de sa responsabilité de prendre en considération les droits de tous, à commencer par ceux des enfants. Et le comité d'éthique relève encore fort bien que la liberté des femmes de procréer ou non, lorsqu'elles s'exercent dans le cadre de leur vie privée, n'autorise pas le droit de regard de la société. Mais, lorsqu'il est demandé à la société de reconnaître une possibilité d'accès à des techniques médicales jusqu'à présent réservées aux infertilités de nature pathologique, il est de sa responsabilité, donc la responsabilité de la société, de mettre en question les intérêts de ces femmes en les confrontant à d'autres intérêts, c'est-à-dire aux intérêts de la société tout entière et en particulier, en premier lieu, des enfants. Dès que la société est sollicitée, non seulement l'État a une responsabilité, mais chaque citoyen que nous sommes a le droit, et j'ai envie d'ajouter le devoir, de s'exprimer, de se mobiliser pour refuser une loi qui organise la conception d'enfants sans père, parce que la loi est l'affaire de tous. La loi, d'une certaine manière, nous engage tous. Donc, encore une fois, j'insiste, il est différent d'accueillir une situation. Par exemple, c'est une femme célibataire qui élève seule son enfant ou qui l'élève avec une autre femme, ce que font les médecins, les psys, les assistantes sociales, les juristes. On n'a pas à commenter les situations de fait qui se présentent, mais il est tout à fait différent d'accueillir cette situation et de provoquer cette situation en la légalisant pour la susciter et pour l'organiser. Troisième point, on invoque encore le fait que, de toute façon, des femmes vont à l'étranger se faire inséminer par des donneurs pour avoir ces fameux enfants sans père. Oui, en effet, mais le fait que des femmes choisissent d'aller à l'étranger se faire inséminer, par exemple en Espagne ou en Belgique, ça ne suffit pas du tout à mettre l'État français devant le fait accompli. En Espagne, une femme de 68 ans a pu bénéficier d'une PMA pour avoir un enfant, par fécondation in vitro. En Espagne encore, il est possible pour une veuve d'obtenir la conception d'un enfant par les gamètes de son mari défunt et de concevoir ainsi un orphelin de père. Alors, seuls ceux qui ont les moyens peuvent aller aussi en Espagne avoir des enfants à 68 ans, avoir des enfants orphelins. Est-ce que nous allons nous croire obligés pour autant de légaliser en France toutes ces pratiques? Bien sûr que non. Et au contraire, c'est tout l'honneur de la France que de ne pas s'aligner justement sur ce qui se fait à l'étranger et de continuer à protéger les enfants alors même, et de renoncer ainsi à tous ces profits qui sont ceux des cliniques belges ou espagnoles, profits qui se font au prix de la méconnaissance des droits des enfants. Quatrième point,
la PMA sans père prive les enfants de leur branche paternelle. Et il faut préciser qu'un père n'est pas remplaçable par une deuxième mère. Pourquoi ? Parce que la parenté ne se réduit pas à une relation d'éducation. Avec la PMA sans père, la filiation se trouverait déconnectée de sa référence à l'engendrement de l'enfant pour reposer sur le projet parental d'une seule femme ou de deux, sur leur engagement, leur volonté. Alors, il n'est bien entendu pas indispensable que les parents d'un enfant soient ceux qui l'ont engendré biologiquement, parce que la filiation ne se réduit pas à relayer une information biologique. Et l'engendrement de l'enfant auquel renvoie la filiation, cet engendrement, s'il est le plus souvent biologique, il peut être aussi seulement symbolique. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir été biologiquement engendré par ses parents, l'enfant se pense comme tel, se représente comme tel. C'est notamment le cas des enfants adoptés. Mais pour que ce schéma symbolique de la filiation se mette en place, encore faut-il que les parents offrent à l'enfant un schéma cohérent au regard des exigences de la biologie pour l'engendrement. Or, deux femmes ne peuvent pas indiquer à l'enfant son origine, pas même une origine symbolique, quelle que soit par ailleurs leur qualité affective et éducative, qui ne sont pas en cause. Donc il faut bien comprendre que les parents ne sont pas seulement des éducateurs. Leur statut de parent indique à l'enfant son origine, au moins symbolique. Et le fait que deux femmes puissent éduquer un enfant n'est absolument pas en question. Le problème, c'est que deux femmes ne peuvent pas indiquer à l'enfant son origine. C'est-à-dire que si seule l'éducation était en cause, à ce compte-là, trois femmes peuvent aussi très bien éduquer un enfant. Donc est-ce que la société va réaliser le projet parental de trois femmes ? On voit bien que ce n'est pas là que la capacité éducative n'est pas en cause, n'est pas seule en cause en matière de filiation. Autre point à clarifier, contrairement à ce que certains voudraient absolument faire croire, l'orientation sexuelle des intéressés, des femmes en question, n'est pas en cause. C'est-à-dire que les promoteurs de la PMA pour les femmes s'appuient souvent sur une idée erronée de l'égalité, idée selon laquelle les femmes célibataires ou les couples de femmes seraient discriminés par rapport aux couples hommes-femmes qui ont le droit, eux, de bénéficier de la PMA. Mais d'abord, il faut préciser que les couples hommes-femmes n'ont pas le droit, entre guillemets, à la PMA. La PMA ne concerne que les couples hommes-femmes qui souffrent d'un problème d'infertilité pathologique. Ce qui veut dire que les couples hommes-femmes fertiles n'ont pas le droit à la PMA. Et ils n'y ont pas accès. Et ils ne sont pas pour autant discriminés, pas plus que les femmes célibataires ou les couples de femmes. Ensuite, contrairement à ce qui est prétendu, l'orientation sexuelle des intéressés n'est pas en cause, parce qu'une femme célibataire en désir d'enfant n'est pas nécessairement homosexuelle. Et d'ailleurs, deux femmes hétérosexuelles pourraient tout à fait avoir l'idée de mener ensemble un projet d'enfant, à défaut d'hommes dans leur entourage candidats à la paternité. Et la réponse du droit ne peut être que la même pour tous. La réalisation des désirs trouve sa limite dans le respect des droits d'autrui, en l'occurrence l'enfant. Or, une conception qui écarte délibérément et définitivement le père porte atteinte aux droits de l'enfant, et ça, quelles que soient les tendances sexuelles des demandeuses. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'égalité ne signifie pas de traiter tout le monde de la même manière, ce qui peut d'ailleurs se révéler très injuste. L'égalité signifie seulement de traiter de la même manière ceux qui sont dans la même situation ou au moins dans des situations équivalentes. Or, au regard de la procréation, un couple homme-femme n'est pas dans une situation équivalente à celle d'une femme seule ou d'un couple de femmes. Donc l'assistance médicale à la procréation offerte par la médecine, avec l'autorisation de la loi, à un couple homme-femme n'entraîne aucune inégalité à cet égard. Et d'ailleurs, les couples âgés, ceux qui ont dépassé l'âge de la procréation, ils n'ont pas non plus accès à la PMA, qui est réservée aux couples hommes-femmes qui souffrent d'infertilité
et qui sont en âge de procréer. Et pour autant, les couples âgés ne subissent de ce fait aucune discrimination, car la différence de situation justifie la différence de traitement. Donc les femmes célibataires et les couples de femmes ne subissent pas plus de discrimination que les couples âgés. Autre point sur lequel il faut également apporter quelques précisions, c'est l'amour qui est promis à l'enfant. C'est-à-dire qu'il est acquis que les femmes demandeuses de PMA sans homme, sans père, n'ont que de bonnes intentions à l'égard de l'enfant, auquel beaucoup d'amour est promis. Mais l'amour ne justifie pas tout, et en particulier, l'amour ne justifie pas de priver un enfant de père. C'est-à-dire que l'amour destiné à l'enfant ne remplacera pas le père dont il est objectivement privé. Et d'ailleurs, remarquons que cet amour est quand même très ambigu. Voyons comment il s'exprime. Nous allons t'aimer tellement que nous commençons par te priver de père pour te garder pour nous. Donc cet amour est quand même profondément égoïste, même si sa sincérité n'est pas en cause. Alors finalement, alors qu'une fausse égalité sert de prétexte pour revendiquer la PMA pour les femmes, cette pratique de la PMA pour les femmes instaurerait une inégalité, cette fois-ci bien réelle, entre les enfants auxquels la loi offrirait une action en recherche de paternité et ceux qui seraient privés de ce droit. Et cette inégalité entre les enfants, elle est encore relevée par le comité d'éthique lui-même. L'élargissement de l'insémination artificielle avec donneur pourrait à son tour être à l'origine d'inégalités pour les enfants qui naîtraient de telles AMP parce qu'ils se verraient privés de père dans le cas des couples de femmes et de père et d'un double lignage parental dans le cas des femmes seules. Voilà, alors, ça on pourrait allonger la liste, mais voici les principaux points qui sont source de confusion et qui méritent d'être clarifiés pour comprendre exactement ce que signifie la PMA sur les femmes et pourquoi les raisons invoquées au soutien de leur légalisation sont au mieux de fausses bonnes idées. Alors dans un autre registre, il faut encore dire quelques mots sur un autre aspect qui, à mon sens, est tout à fait secondaire par rapport à l'enjeu principal qui est celui de la privation de père pour les enfants à venir de ces PMA, mais qui mérite quand même d'être signalé. Cette question est celle de la marchandisation du corps. Parce qu'en effet, il est de notoriété publique que les dons actuels de sperme ne suffisent pas à réaliser les PMA demandés au sein des couples hommes-femmes infertiles. Donc si on organisait aussi la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, il y aurait plus de demandeurs et cette pénurie serait aggravée. Alors la société aurait le choix entre deux possibilités. Première possibilité, renoncer à la gratuité et passer à la vente de sperme pour encourager ce don devenu vente. Mais alors, on assisterait à la remise en cause de ce principe fondamental de la bioéthique qu'est la gratuité. Parce que si on peut vendre des gamètes, pourquoi pas des organes? Et puis, par ailleurs, la vente de sperme risquerait d'augmenter le nombre d'enfants issus d'un même donneur, puisque la fourniture de sperme deviendrait un revenu. Et puis on assisterait par ailleurs à l'émergence d'un marché parallèle pour obtenir des gamètes à moindre prix, ou au contraire, des gamètes haut de gamme de donneurs présentant certaines caractéristiques, en termes de QI, d'études supérieures, etc. La deuxième possibilité, ce serait de maintenir la gratuité, mais alors, le manque de gamètes s'aggraverait et empêcherait de répondre aux demandes fondées sur la fertilité médicale, donc les demandes actuelles, et donc on verrait se développer un marché parallèle. Donc dans tous les cas, on aurait un marché des gamètes, officiel ou parallèle, mais un marché. Et les exemples de la Belgique et du Danemark, par exemple, qui ont ouvert la PMA en dehors des indications médicales, tout en maintenant la gratuité, est révélateur. C'est que les dons de sperme ne couvrent que 10% de la demande, et la Belgique se voit contrainte d'acheter 90% du sperme au Danemark, tandis que le Canada fait la même chose aux États-Unis.
Et sur les conséquences de la PMA pour la société tout entière, donc il y a cette histoire de marchandisation des gamètes qui découlerait presque certainement de l'élargissement de la PMA, mais en plus, ça irait beaucoup plus loin que ça, parce que certains pensent que la PMA pour les femmes, c'est un point d'arrivée, qu'ensuite on en reste là. Si c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ justement, parce que aujourd'hui en droit français, la PMA est réservée aux couples hommes-femmes qui souffrent d'infertilité pathologique, donc vivant en âge de procréer, tout simplement parce que l'incapacité à procréer des personnes célibataires, des couples de même sexe, des personnes trop âgées, voire carrément des personnes décédées, cette incapacité à procréer n'a rien de pathologique, elle est normale et n'a pas vocation à être compensée par la médecine. Mais si on permet l'insémination de femmes non stériles, ce que sont les femmes célibataires et les femmes en couple de femmes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas stériles, c'est leur situation, c'est leur relation qui l'est. Permettre l'insémination de ces femmes non stériles signifie de renoncer à ce critère thérapeutique, qui est celui de la PMA actuelle. Et dans ce cas, tout le monde devra avoir accès à la PMA, y compris les couples hommes-femmes fertiles, qui pourraient choisir de passer par la PMA pour des raisons diverses et variées. Donc les couples hommes-femmes, beaucoup plus nombreux que les couples homosexuels, constituent, à n'en pas douter, la cible ultime de ce grand marché de la procréation qui s'empressera, une fois le verrou thérapeutique levé, de proposer des prestations sur mesure pour choisir telle caractéristique chez l'enfant ou au contraire éviter telle autre non souhaitée. Et d'ailleurs on voit bien à l'étranger comment les cliniques de la fertilité s'adressent à tout le monde, y compris les couples fertiles, pour proposer finalement l'enfant désiré. Donc la société doit s'interroger tout simplement sur ce qu'elle veut, jusqu'où voulons-nous aller avec ces techniques de procréation artificielle? Est-ce que la PMA doit demeurer une mesure d'exception, destinée à compenser un problème médical, ou est-ce qu'elle doit devenir un mode habituel de procréation, c'est-à-dire de programmation de l'enfant souhaité? Bon, et puis ça ira donc très loin en ce qui concerne la PMA elle-même, mais par ailleurs, la GPA suivra elle aussi nécessairement. Le président de la République a annoncé la PMA pendant sa campagne, mais il a promis qu'il n'y aurait pas de GPA. Une telle promesse n'est en rien une garantie, et d'ailleurs je rappelle qu'il y a 10 ans, le comité d'éthique se prononçait contre la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, pour un tas de bonnes raisons, qui sont toujours valables et que lui-même ne peut que constater encore d'actualité, et ça ne l'a pas empêché de passer outre. Donc les promesses en la matière ne sont pas des garanties. Mais sur le fond, à partir du moment où on revendique une égalité mal comprise entre couple homme-femme et femmes célibataires ou en couple de femmes pour justifier la PMA, eh bien cette même notion tronquée d'égalité conduira très rapidement à justifier la GPA par la soi-disant inégalité subie par les hommes par rapport aux femmes. Autrement dit, à partir du moment où on accepte de mettre de côté les droits de l'enfant, concrètement d'effacer une branche des affiliations, la branche paternelle pour réaliser le désir de femme, qu'est-ce qui empêchera d'effacer la branche maternelle de l'enfant pour réaliser cette fois le désir des hommes? Eh bien rien du tout. Donc en conclusion, les Français qui se pensent favorables à la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes seraient-ils toujours du même avis si on leur posait la question du côté de l'enfant? Pensez-vous que la loi doive organiser la conception d'enfants privés de père, privés de lignée paternelle? Que chacun se pose à lui-même la question. Est-ce que j'aimerais être issu d'un donneur? Est-ce que j'aimerais n'avoir jamais eu de père? Des enfants sans père, il y en a. On connaît leurs manques, leurs difficultés, leurs souffrances. Donc ce n'est pas à la loi d'organiser cette privation et cette souffrance. Alors attention, le fait pour un enfant de ne pas avoir de père ne le condamne évidemment pas à rater sa vie. Et heureusement, les enfants qui souffrent de l'absence de père peuvent guérir cette blessure, peuvent transcender cette difficulté et parfaitement réussir leur vie. Mais ce n'est pas parce qu'il est possible de guérir une blessure et de surmonter une difficulté qu'il deviendrait légitime d'imposer
délibérément cette blessure et cette difficulté à d'autres enfants, tout ça pour réaliser le désir d'enfant d'autrui. Alors, pour finir, eh bien, la PMA sans père, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons agir pour protéger les enfants contre ça. L'avis du comité d'éthique, ce n'est qu'un avis, il n'engage personne. Et d'ailleurs, cet avis, il alerte sur de nombreux obstacles non résolus qui s'opposent à la PMA sans père. Je vous invite à lire cet avis du comité d'éthique qui est très intéressant, parce qu'il fait la liste de tous les obstacles à la PMA sans père. Et il l'a fait très bien, cette liste. Seulement à la fin, de façon complètement incompréhensible, il conclut pour autant avec un avis favorable, à l'encontre de tout ce qu'il a constaté. Donc, il faut lire l'avis du comité d'éthique, il faut le faire lire, simplement, il faut juste éviter la conclusion qui est erronée. Tout ça pour dire qu'il est encore temps, nous avons des arguments, le comité d'éthique lui-même nous les donne, il est encore temps d'expliquer, d'alerter nos députés, nos sénateurs, afin que le législateur puisse remplir son rôle de gardien des droits de tous, et en particulier des enfants, en posant des limites au désir dont ces enfants sont l'objet. Les enfants comptent sur vous, alors faites valoir leurs droits et expliquez ce que vous venez d'entendre à vos amis, à vos parents, à tout le monde. Merci.